La peinture occupe une place de choix auprès des Dauphinois. Le premier musée de peinture de Grenoble fut créé en 1798. Le récent musée rassemble de grandes richesses. 2 salles sont entièrement consacrées à l'école dauphinoise. Mais dans notre province, d'autres musées de ville ou village méritent attention. L'église de Saint-Chef, ancienne abbatiale du XIe siècle, possède des fresques du plus grand intérêt. Un escalier sombre aux nombreuses marches hautes, une porte étroite permettent de gagner le paradis céleste. À ce point du parcours initiatique, le regard est saisi par un autel dédié à Saint-Michel, gardien du paradis. Au-dessus, l'agneau pascal, au centre du plafond, le Christ en majesté, puis la Jérusalem céleste. La cour céleste, la Vierge, les apôtres, les anges et les 24 vieillards de l'Évangile complètent ce paradis. La Grande Chartreuse fut un lieu de culture enrichi par la pratique des arts graphiques. Malheureusement, de nombreux manuscrits ont été détruits par des avalanches, des incendies ou des guerres. Les ouvrages rescapés ont été transférés à la bibliothèque de Grenoble au moment de la Révolution. Chaque livre de la Bible débute par une enluminure dont la lettre F du mot factum dissimule la lettre A de ce deuxième livre des rois. Cette Bible du XIIe siècle de Notre-Dame de Casalibus a beaucoup servi. 2 artistes, un enlumineur et un calligraphe, ont dû travailler à sa composition. François de Bonne, duc de Lesdiguières, connétable en 1622, est riche et puissant. Il fait construire le somptueux château de Vizille. Comme le roi, il pose pour son portrait ainsi que sa seconde épouse, Marie Vignon. Il fait venir des artistes étrangers, dont Antoine Schnarrt de Munich, pour pérenniser ses victoires militaires. La défaite d'Allemagne en Provence, et là, siège et prise de Cavour en 1592. Le musée de Grenoble possède son portrait en pied. Une demande picturale existe, des écoles de peinture vont naître. L'Académie de peinture de Grenoble est créée par 9 artistes en 1654. Des artistes de cette académie ont peint les fresques en trompe-l'œil de la chapelle de Sainte-Marie d'en Haut de l'actuel musée dauphinois. Ce même siècle regorge de créations artistiques. Le lycée Stendhal, à cette époque collège des Jésuites, abrite une petite merveille d'imagination, l'horloge astronomique du père Bonface. Cette fresque, couvrant 100 mètres carrés de murs et plafond, est unique au monde. Un miroir, scellé sur une fenêtre, réfléchit la lumière du soleil. Le point lumineux indique à quelques secondes près l'heure solaire à Grenoble, mais aussi le jour, le mois, le signe du zodiaque et encore l'heure à Rome, un calendrier lunaire, les fêtes de la Vierge et même les victoires de Louis XIV.
quelques pas de là, dans le chœur de l'église Saint-Louis, cette œuvre de frère Jean-Paul André, réalisée de 1684 à 1686, rappelle des scènes de la vie de Jésus. Jésus chasse les marchands du temple. Et lève-toi et marche. Grenoble contribue à la préparation de la Révolution française. Alexandre de Belle, peintre d'histoire, représente les événements marquants de la période. L'Assemblée des Trois Ordres du Dauphiné au château de Visil le 21 juillet 1788, à la tribune Barnave, au fond le clergé, à gauche le tiers-état, à droite la noblesse. Un mois plus tôt, le 7 juin 1788, avait lieu la célèbre journée de Tuiles. Et sur les mêmes lieux, c'est la révolution urbaine qui se poursuit. La période révolutionnaire est passée. Ernest Hébert fait un retour vers l'art classique. A-t-il été marqué dans sa jeunesse par la maison de campagne familiale du 18e à la Tronche? Il obtient le prix de Rome et par 2 fois est directeur de la Villa Médicis à Rome. Il est charmé par l'Italie mais revient souvent se ressourcer à la Tronche. Il a été le peintre de la femme. Si Bibiana charme les visiteurs du musée de peinture de Grenoble, une autre jeune italienne enchante une collection particulière. Deux amis, Diodore Raoult et Henri Blanc-Fontaine, s'intéressent à l'être humain dans leur peinture romantique. Diodore Raoult fait vivre ce campement de Bohémiens à l'esplanade de la Porte de France. Dans le casse-croûte des chasseurs, on reconnaît à droite Henri Feige Blanc, dit Alpinus, écrivain, au centre Henri Blanc-Fontaine et à gauche au fond certainement Jean Achard. Henri Blanc-Fontaine, dans ce souvenir de la Grave, rassemble la résignation des trois vieilles, la curiosité d'un jeune garçon pour une scène d'enterrement qui se déroule au loin, l'insouciance des gamines absorbées par leur jeu, au deuxième plan des obsèques irréelles rendues plus ou moins lointaines dans l'espace et le temps. Au troisième plan, là-haut, un coin de ciel clair au-delà des brumes terrestres. Non loin de Grenoble, nous avons eu notre Barbizon, le village de Proveysieux, où des artistes amis se retrouvent autour de Théodore Ravanna.
Dans ce paysage, le peintre, bien qu'encore romantique, s'intéresse beaucoup à la nature. Ainsi, dans cet arbre au hameau de Pomarez. La demeure de Proveysieux est rustique. À midi, les artistes affamés se retrouvent à l'auberge proche du Grand Gousier et Tancrède Bastet, habitué des lieux, a immortalisé la pochola qui les accueillait autour de repas roboratifs. Mais le maître incontesté de l'école de Proveysieux reste Jean Achard. Dans ce paysage, vu de Saint-Égrève près de Grenoble, chaque fragment de l'œuvre est un tableau. Scène champêtre, étude de cailloux, le rocher de Sassenage et le moucherotte. Dans ces ruines du château de Beauvoir, Achard réussit un bel effet en plaçant le soleil couchant au bon endroit. Eugène Faure était un ami de Proveysieux. Son tableau de Salange en 1838, avant l'incendie, est un vrai document historique. Les jeunes paysagistes dauphinois vont porter leur chevalet de plus en plus haut. Ce sont les peintres de montagne. Le novateur a été l'abbé Laurent Guétal, professeur de géométrie au petit séminaire. Le Levitel, paysage d'un lac de montagne en Oison. De réflexion pour ce lac de l'Échaudat, ligne horizontale, oblique, verticale, les couleurs étudiées avec minutie créent la troisième dimension, la profondeur. À la Bérarde, l'eau coule et les embruns volent. Dans la foulée de l'abbé Guétal, de nombreux élèves, Édouard Brun, le lac Merlin, Charles Berthier, vallée du Vénéon, vue depuis le plan du lac, la vallée de la Romanche, vue depuis le pied du col. Ami de Guétal, Ernest Arreux a peint le chemin du petit séminaire devenu l'école Vaucanson. Notez les deux personnages qui sont l'abbé Guétal et Ernest Arreux lui-même. La technique des peintres de paysage évolue, on sent poindre alors l'impressionnisme. Les deux précurseurs français ont été Jonquind et Ravier. John Barton Jonquind, souvent fidèle au clocher de la côte Saint-André. Le Drac et le rocher de Comboire, peint par Madame Fesser, le bon ange de Jonquind. La diligence de Jonquind.
La demeure confortable de François-Auguste Ravier surplombe le petit bourg et la plaine lumineuse. Son jardin, il croque les maisons voisines. Il utilise souvent des toiles de petit format. Dans l'étang de la Léva, le maître aime la lumière voilée qui se reflète dans l'eau. Il sublime alors ce pauvre paysage. Jacques Traversier dans La Roche de Glun. Quelques traits de dessin, quelques couleurs légères jetées sur une feuille, et en quelques minutes, l'âme du paysage est avec nous. L'abbé Callès dépasse déjà l'impressionnisme. Ces 4 saisons décrivent un tempérament fougueux. Le printemps est construit au premier plan par touches larges, empâtées. Le second plan, la vallée, par des centaines de touches fines. Quant au ciel, il est brossé très largement. L'été, des couleurs vives traduisent la chaleur et le temps lourd de la vallée du Grésivaudan. Callès restitue bien l'ambiance du moment. L'automne, et l'hiver où tout s'arrête. Lorsque l'abbé a fait ce tableau, il avait plus de 80 ans. Il travaillait parfois la matière avec le pouce. Sa fougue de jeunesse ne l'avait pas abandonné. Il signait ses œuvres en griffant la pâte épaisse de lettres énormes. Péché d'orgueil, monsieur l'abbé? Un retour au mouvement réaliste quand Fontaine-Latour disait « On peint les gens comme des pots de fleurs, heureux encore si l'on dessine l'extérieur tel qu'il est, mais l'intérieur, l'intérieur. » Louise Riesner est l'autoportrait de l'auteur âgé de 23 ans qui a quitté Grenoble très jeune mais est resté très attaché à sa ville natale. Nature morte dite de fiançailles. L'autoportrait d'Édouard d'Avril laisse deviner le caractère du maître. Le marché, les confitures, les enfants qu'Avril adorait, réfugié d'Alsace, la maman. Tancrède Bastet a créé le maître d'armes, portrait réaliste s'il en est d'un homme prêt au combat qui semble défier calmement son adversaire. Dans le Credo, scène de genre particulièrement réussie, l'enfant s'ennuie, les chantres du village décryptent la musique avec application et plaisir.
François Guiguet, né d'une famille d'ébénistes, il garde le goût du travail artisanal de qualité et puise son inspiration dans cet univers. Autoportrait de l'artiste réputé pour être le peintre des yeux. Marie, sa nièce. Ravier, son maître. Jacques Martin, son ami violoniste. Le menuisier dont il prépare soigneusement les esquisses. La huche marque sa vie rurale et artisanale, aujourd'hui meuble emblématique du musée. Enfin, son ami et voisin, le forgeron de Corbelin. Victor Charton, un passionné de la couleur. Ce tableau est particulièrement représentatif du travail de Victor Charton. C'est un paysage qui représente le pont sur la Verre en Auvergne et qui est particulièrement intéressant puisqu'il est travaillé sur pinette, qui est une étoffe duveteuse découverte par Charton et jamais utilisée par les artistes pour ce travail-là. Donc Charton est obligé de travailler sur la finette très rapidement en décomposant les formes, ce qui fait que quand il travaille sur ce support, il roule l'abstraction. Quand vous prenez par exemple cette partie du paysage, vous n'identifiez pas les formes. Par contre, c'est quand vous reculez que le paysage se met en place et que les différents éléments prennent leur place. Quelques coins d'Auvergne, mais un retour à la couleur. Au musée de Grenoble, ce tableau de Pierre Bonnard, femme tenant un chien sur ses genoux, est un camailleux de rouge. De gauche à droite, il passe progressivement du sombre au clair. Dans ce tableau bien construit, ces 5 femmes au visage semblable ne sont-elles pas 5 autoportraits ?
Flandrin a vécu autant à Paris qu'à Coran. Dans cette vue de Coran, son village, les plans successifs sont très marqués. De près, le tableau semble brossé à grands coups, mais rien n'y manque. L'artiste a joué avec les couleurs des 4 saisons. Le Balbullier à Paris, œuvre d'une conception très moderne, la composition en Z donne le mouvement. Une riche palette fait danser les personnages. Et le dessin léger en apparence laisse deviner la pensée de certains regards. Henriette de Laurens et ses personnages saisis sur le vif. Le spectateur, ou plutôt le voyeur, la racoleuse. Louise Morel voit le quartier Saint-Laurent depuis le jardin de l'Île Verte. Dans Saint-Imier, l'artiste a bien su mettre en valeur par plans successifs le vécu. Mon jardin, l'arbre que j'ai planté, le propriétaire laisse vagabonder son esprit romantique par touches très impressionnistes. Là-haut, au-delà, l'imaginaire, la chaîne de Beldon enneigée, le ciel tourmenté, l'artiste âgé projette ses doutes, on est proche de l'expressionnisme. Peintre, musicien et critique musical, Lucien Mincieux a souvent croqué sans complaisance, avec plume ou pinceau, quelques musiciens. Stravinsky, Germaine Taillefer, la touche de ces tableaux est très moderne. Ici, la Dauphinoise, et là, son panorama de Rome. Le bourg de Saint-Antoine-l'Abbaye, classé, est très attaché à la conservation de son patrimoine. Dans l'autoportrait à la rose de Jean Vinet, sa représentation du miroir permet une construction rigoureuse. La place de l'Albinque, son village natal. Ce qui est intéressant ici, dans cette première période tout d'abord de Jean Vinet, c'est le traitement, déjà une grande monochromie, au niveau donc des tons utilisés, beaucoup de gris bleuté. Il crée aussi une ambiance, tout un univers, à partir donc de la pierre, donc ici présente à travers ces maisons de la place de l'Albinque. Les petits personnages d'abord qui vont structurer le tableau, donc qui donnent des limites au tableau, qui sont placés sur les côtés. Un point de fuite donc au centre, une ouverture et un éloignement à la fois. Et puis donc ces petits personnages donnent aussi un mouvement. Jean Vinet associe lignes et couleurs pour donner de la profondeur à ces quais de la Seine. Plus proche de nous, la Bourne.
Un clin d'œil à nos amis de la Drôme. Jules Varnier fait le portrait d'Arsène Housset. Félix Clément a peint le retour du jeune Toby. Et le portrait d'Alice Boite qui relate l'histoire d'un Turc riche mais mauvais payeur. Maurice Savin nous offre une noce au village opulente et généreuse. Et de Dimitri Varbanesco, peintre roumain implanté chez nous. Reflet dans l'eau. Et la plaine de Saint-Restitut, belle composition cubique. Un trop court salut à nos compatriotes des Hautes-Alpes, riches de fresques des XVe et XVIe siècles, avec Mozan et son coucher de soleil sur les Autanes, le col Bayard, le soir, le matin, les Sœurs de la Providence. Terminons sur une note joyeuse. La vieille du Champsaur, au regard malicieux, peut-être pour les skieurs acharnés dans leur conquête de l'inutile. Ainsi s'achève cette balade au cœur de la peinture dauphinoise, l'occasion peut-être de continuer le chemin pour découvrir bien d'autres richesses de son patrimoine.